Bonjour Nicolas Perruchot. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour Enquête et débat. On est en pleine campagne pour les législatives. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes membre du Nouveau Centre, député de la première circonscription de Loir-et-Cher depuis 2002 et vous avez été maire de la ville de Blois de 2001 à 2008. Première question, vous êtes un des rares députés à venir du privé, puisque vous étiez, je crois, consultant en entreprise, c'est cela ? C'est ça. Alors, le gouvernement qui vient d'être nommé ne compte aucun ministre venant du privé ou de la société civile. Pourquoi y a-t-il si peu de politiques de haut niveau qui soient issus du privé et cela n'est-il pas un problème pour notre pays ? C'est un vrai problème par rapport à la représentativité qu'on se fait effectivement de l'Assemblée nationale, où c'est vrai, on est assez peu nombreux. On a créé il y a 10 ans, quand je suis arrivé avec deux de mes collègues, Olivier Dassault et Jean-Michel Fourgousse, un groupe qui s'appelle Génération Entreprise, auquel on peut adhérer quand on a passé un peu de temps dans une entreprise privée. Et je me souviens en 2002, on était 101 sur 577 seulement. À avoir été à un moment donné dans l'entreprise, avoir eu des responsabilités dans des PME ou dans des grands groupes. Ça fait quand même un bon cinquième. Ça fait un bon cinquième, mais c'est peu par rapport à la vie telle qu'on la connaît en France, où c'est vrai une grande partie des gens quand même sont dans le secteur privé. Et je crois que c'est aussi difficile pour nous après. Dans les débats à vocation économique, on a eu des débats sur les 35 heures, on a eu des débats sur le poids des charges. C'est vrai qu'on n'est pas assez souvent majoritaire sur ces débats-là. Et d'une manière générale, la culture économique qui est celle des membres de l'Assemblée n'est pas toujours celle qu'on peut imaginer quand on vient du secteur privé. Et moi j'ai été assez surpris au départ, il y a 10 ans, de la nature de ces débats qui prennent trop souvent en tout cas le pas de l'aide, de l'assistance, du traitement social du chômage, plutôt que de l'initiative privée qu'il faut renforcer, ou de la baisse des charges qui est un préalable absolument important pour arriver à soutenir l'emploi. Donc on a effectivement essayé de faire notre trou. En 2007, le groupe Génération Entreprise a continué de fonctionner et on essaye d'apporter un peu plus de culture d'entreprise dans l'hémicycle, ce qui n'est pas facile. Il y a du travail. Il y a du travail, oui. Alors, prolongement de la première question, vous vous présentez pour un troisième mandat de député. Oui. Bon, est-ce que vous ne risquez pas de faire carrière en politique ? je me suis toujours interdit ça. J'ai eu la chance en fait d'être élu très jeune. Je suis arrivé à l'Assemblée, j'avais 35 ans. J'étais un des plus jeunes députés à l'époque à l'Assemblée nationale. Ça fait 10 ans maintenant effectivement que j'y suis, mais j'ai pas le sentiment d'être usé. J'ai encore beaucoup à faire et puis j'ai aujourd'hui l'expérience qui joue aussi beaucoup à l'Assemblée. C'est une institution compliquée qu'il faut bien comprendre. Il faut arriver à voir évidemment où vous vous situez. On est le pouvoir législatif, on a en face de nous le pouvoir exécutif, le gouvernement, les ministres. Et il faut apprendre d'abord à connaître les arcanes, le fonctionnement et à bien trouver sa place. Je pense que maintenant, depuis 10 ans, que ce soit à la Commission des Finances où je siège, mais aussi dans l'hémicycle, et puis avec les différents travaux que j'ai effectués, chacun a pu identifier ma capacité à faire, les valeurs que je défends, et puis aussi les travaux que j'ai pu effectuer. Et je pense que je suis un député à la fois qui travaille ces dossiers et qui est aussi présent sur le terrain. J'ai envie de continuer parce qu'on me le demande aussi. J'ai autour de moi beaucoup de gens qui me soutiennent et qui souhaitent que je puisse continuer à les représenter. C'est ce que j'essaye de faire. J'espère que ça tiendra jusqu'au 17 juin. Alors justement, à quoi sert un député aujourd'hui quand on sait qu'il doit suivre quand même les consignes de vote de son parti et que les lois sont faites en réalité soit à Bruxelles, soit par les hauts fonctionnaires, ce que dit notamment Yvan Blot qui a été longtemps député, qui travaille beaucoup sur ces questions. Vous savez, le député a un rôle multiple. D'abord, il doit voter la loi effectivement et éventuellement l'améliorer avec des amendements. C'est en gros un tiers du temps qu'on consacre aujourd'hui au travail à l'Assemblée. Alors il y a toute la préparation des textes, mais aussi les discussions qu'on peut avoir avec les cabinets, le fait d'arriver à convaincre le ministre qu'il faut orienter tel ou tel article dans telle ou telle direction. Ça, c'est un travail très important. On a un dialogue constant en fait avec l'exécutif sur ces sujets-là. Le deuxième champ important, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et le contrôle des engagements budgétaires. Chose qu'on oublie un petit peu trop et un petit peu trop vite. Alors il se trouve qu'à la Commission des Finances, nous faisons beaucoup de contrôle budgétaire. Moi, je suis rapporteur spécial de la Commission depuis maintenant plus de 6 ans. Et c'est un travail extrêmement intéressant. On audite les différents ministères, les différentes missions, et on fait en sorte que l'État respecte ses engagements sur le plan budgétaire. C'est évidemment particulier dans un contexte de déficit lourd comme on l'est aujourd'hui, mais c'est évidemment très important de bien comprendre ce travail et la nature de ce travail. On n'est pas uniquement là effectivement pour appuyer sur un bouton le mardi ou le mercredi quand les textes se présentent. Il y a évidemment beaucoup de débats qu'on peut avoir et on est aussi là pour améliorer la qualité des textes qui nous sont présentés. C'est vrai que le gouvernement a une prérogative importante puisqu'il gère l'ordre du jour notamment de l'Assemblée et du Sénat, et donc il impose son rythme de travail, son calendrier de travail aux parlementaires, à nous aussi dans la partie contrôle, de faire en sorte qu'il soit le mieux contrôlé possible, qu'on aille le plus loin possible dans ce contrôle. Je viens de faire un rapport, vous le savez, sur le financement des organisations syndicales et patronales, et ça a été un élément qui a permis d'engager un dialogue sur ce sujet avec le gouvernement, par exemple. Mais pour répondre à votre question, je crois qu'un bon député, c'est un député libre, effectivement. Il faut être libre de s'exprimer par rapport au ressentiment. Oui, mais à l'intérieur du parti, vous savez, moi je suis dans un groupe centriste, le Nouveau Centre aujourd'hui.
On a beaucoup de débats. Très souvent, d'ailleurs, le groupe est divisé sur les votes à faire et sur les textes qui sont présentés. Mais je crois qu'il faut garder à l'esprit cette liberté qui est nécessaire pour bien voter, parce qu'il y a par moment des textes, y compris des textes quand on est dans la majorité, qui sont présentés, qui ne sont pas toujours de bons textes. Et il faut avoir le courage de le dire et de s'élever contre ça. Et quel est le poids du député par rapport à Bruxelles ou aux hauts fonctionnaires? Sur Bruxelles, on a la transposition des directives principalement à faire. C'est vrai que c'est aujourd'hui presque 40% de nos textes. Donc c'est important dans le temps qui nous est laissé. Certains disent 80%. Non, 40%. c'est pas du tout 80%. Ouais. Il y a beaucoup de directives qui arrivent, elles ne sont pas transposées de manière systématique, et il y a souvent des directives qui viennent se confronter à des lois qu'on est en train nous-mêmes d'étudier. Donc la complexité pour nous, puisqu'on a un code écrit, c'est effectivement d'arriver à faire ces transpositions pour qu'elles ne se superposent pas aux lois existantes, ce qui est aussi une autre difficulté. On a dû créer il y a quelques années une commission de la simplification du droit, parce que notamment sur le code du travail, on n'arrive plus très bien à savoir où on en est, il faut simplifier ces codes. Donc attention à ce que Bruxelles ne vienne pas, et c'est trop souvent le cas, contredire ce que peut dire la loi nationale, et on a ces débats, ils sont parfois assez longs. La France est aussi un pays qui ne transpose pas très vite les directives européennes, on prend beaucoup de temps, et puis on est très attaché aussi au fait que nos codes, qui sont encore une fois des codes écrits, puissent être bien reconnus et surtout bien appliqués. La difficulté souvent des textes bruxellois, c'est qu'ils sont sans lien avec notre quotidien. On a vu des textes ou des directives arriver sur la taille des trous de gruyère dans le fromage ou le diamètre des oignons de tulipe. Ça ne nous paraît pas très utile de consacrer beaucoup de temps à ça. Et je pense que la Commission, le Parlement, le Conseil européen gagneraient en tout cas en crédibilité s'il arrivait à parler de la politique, par exemple, européenne d'immigration ou de la politique européenne de défense, qui sont pour nous des secteurs clés sur lesquels on aimerait pour le coup avoir des directives à transposer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça prouve qu'il manque l'Europe politique aujourd'hui. Elle n'est pas faite. On l'a vu pendant la crise. Le gouvernement économique européen nous fait beaucoup défaut et rend évidemment l'Europe beaucoup plus faible par rapport aux grandes puissances que sont la Chine ou les États-Unis aujourd'hui sur le plan économique. Et donc, dernière partie de la question, c'était les hauts fonctionnaires. Yvan Blot dit qu'en tant que lui, il a été les deux. Il est actuellement haut fonctionnaire, mais il se présente en tant que candidat, mais il dit que quand il a été député, il n'a jamais pu faire passer une loi, ni même un amendement, alors qu'en tant que haut fonctionnaire, il a pu faire passer des lois de A à Z. Ils ont un pouvoir important. Moi, en 5 ans, j'ai fait adopter 112 amendements depuis 2007. J'ai fait voter une proposition de loi le 26 janvier dernier sur le financement des CE. Donc je crois qu'après, c'est plus le travail que l'on consacre à l'Assemblée. Moi, j'ai la chance depuis 2008 de me consacrer à plein temps à ces fonctions. Je crois que c'est aussi important qu'on ait une réflexion sur le non-cumul. C'est un point évidemment très important aussi, mais ça implique à l'Assemblée, pour faire passer des textes, pour faire avancer des mesures, ça implique d'y être très présent. Alors justement, oui, je vais y venir parce que j'avais une question là-dessus. Vous avez défrayé la chronique en 2001, une première fois, en ravissant la place de maire de Blois à l'inamovible Jacques Lang. Mais vous avez ensuite perdu la mairie en 2008 avec moins de 40% des voix au deuxième tour. Pourquoi les Blésois ne vous ont-ils pas reconduit dans vos fonctions à l'époque et quelles leçons avez-vous tiré de cet échec? Justement, ont-ils sanctionné le cumul des mandats? Je pense qu'il y a eu un peu ça. Après, il n'y a pas un paramètre qui explique une défaite, mais par contre, on apprend beaucoup plus des défaites électorales que des victoires électorales. À l'époque, entre 2001 et 2007, j'avais enchaîné que des victoires. Je crois que j'ai gagné 4 fois de suite les élections, cantonales, municipales, législatives en 2002 et en 2007. Donc, quand vous êtes sur un parcours comme ça où vous n'arrêtez pas de gagner, vous avez l'impression que ça va toujours durer. Et puis un jour, les électeurs vous rattrapent un petit peu et vous disent stop. C'est vrai qu'entre 2001 et 2008, je cumulais mon poste de maire, mon mandat de député, j'étais président de l'agglo pendant quelques années, président de l'hôpital, et je pense que je présidais tout un tas d'autres trucs dont je ne me souviens pas. Et je pense que les électeurs m'ont dit que c'était sans doute un peu trop, donc ils ont peut-être eu raison de faire ça. Aujourd'hui, je suis parlementaire député quasiment à plein temps, je siège aussi à la région, mais je siège dans l'opposition, donc je ne gère pas l'exécutif, et donc je peux consacrer la plus grande partie de mon temps à ma fonction parlementaire, qui est évidemment importante, et qui nécessite aussi d'y consacrer beaucoup de temps. Donc je partage mon temps, 3 jours, peut-être parfois 4 jours à Paris et 3 ou 4 jours en circonscription. Et je pense qu'un mandat national est un mandat qui nécessite effectivement qu'on s'y consacre pleinement. C'est très compliqué d'arriver à gérer un gros exécutif, une mairie, un conseil général, une région, et de cumuler ça avec un mandat parlementaire. Sinon, on ne fait que survoler. Et je pense que le résultat de 2008, c'est aussi un petit peu ça. Peut-être que les gens m'ont rappelé qu'il fallait que je me concentre ou que je choisisse un mandat et pas 2 ou 3. C'était sans doute un choix de raison. Après, vous savez, j'ai été maire j'ai fait un septennat à la mairie de Blois, c'est ce que je dis toujours. On a eu un mandat de 7 ans. On y a réalisé beaucoup de choses, notamment la rénovation urbaine des quartiers nord, le projet de rénovation du centre-ville, mais on a aussi remis par exemple beaucoup de sécurité dans des quartiers qui méritaient et sur lesquels les habitants réclamaient ça. J'ai aucun regret par rapport à ce mandat, j'ai appris beaucoup. Ça me manque évidemment au quotidien de plus être le maire de tous les Blésois, mais aujourd'hui j'ai d'autres fonctions qui me satisfont pleinement.
Alors, vous avez donc défrayé la chronique une deuxième fois, c'était plus récemment en 2011, en étant responsable à l'Assemblée nationale, donc on a parlé d'un rapport d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, c'était le titre officiel. Rapport qui n'a finalement pas été publié, ce qui était une première dans toute la Ve République. Alors est-ce que la République est aux mains des syndicats ? En tout cas, il y a le syndicalisme d'État partout aujourd'hui, c'est clair. Hein. C'était la thèse de Paul Boncour dans les années 30, qui souhaitait et qui prônait un syndicalisme d'État. C'est vrai que les partenaires sociaux sont partout présents, pas simplement dans le quotidien des salariés dont ils s'occupent en général de leurs évolutions, de leur plan de carrière, mais aussi effectivement dans tous les corps d'État. On le voit par exemple dans le Code du travail, hein, l'article 1 du Code stipule que pour toute loi qui va interférer sur la vie sociale, il faut passer d'abord par les partenaires sociaux avant de passer par le Parlement. Donc on a parfois, nous, le sentiment d'avoir un peu moins de droits ou de capacité à faire ou d'initiative par rapport aux partenaires sociaux qui régissent beaucoup trop, à mon avis, ces champs-là. Alors effectivement, vous avez parlé du rapport, il est ici, je peux vous le montrer, il existe bien. Il n'a pas été publié. Il n'a pas été publié, il est interdit de publication, mais ça a été un travail évidemment très, très important. Il a été publié sur le Point. Il a été publié sur le site du point.fr. Au début du mois d'avril, donc on peut en parler un peu plus librement maintenant grâce à ça. Mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire évidemment sur ce sujet-là. Je crois que ce qui m'a motivé moi, c'est d'abord de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sujet tabou à l'Assemblée nationale. L'argent, c'est un sujet tabou en France. L'argent des syndicats, c'est un sujet tabou depuis très longtemps. Il y a très peu d'ouvrages sur le sujet et on avait très peu de données. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment d'arriver à comprendre comment est financé le dialogue social dans ce pays et de développer des thèses. Est-ce que l'État achète la paix sociale ? La réponse dans le rapport est oui. Et combien ça coûte ? Près de 5 milliards d'euros par an au budget de l'État. À partir de là, il est donc normal que le Parlement puisse être saisi chaque année de ce qu'on appelle un jaune budgétaire, donc un document qui va retracer et analyser effectivement ces différentes sources de financement qui sont très importantes, qui sont multiples, qui sont extrêmement compliquées à contrôler. Et à partir de là, on a fait un travail d'investigation plus que d'enquête pour arriver à comprendre ça, à recueillir toutes ces données et à faire en sorte que les partenaires sociaux se posent un certain nombre de questions sur leur évolution. On parle beaucoup de la représentativité aujourd'hui, elle est faible, 8% seulement des salariés sont syndiqués dans ce pays. On a divisé par 4 le nombre de salariés syndiqués depuis les années 50 et on a multiplié par 20 les moyens qu'on donne aux partenaires sociaux. Il y a donc là une équation, à mon avis, qu'il faut savoir résoudre d'une autre manière que simplement on continue à donner des moyens contre des signatures d'accords. Sans parler du pouvoir de nuisance des syndicats. Le pouvoir de nuisance existe dans certains secteurs, ils sont recroquevillés aujourd'hui sur les services publics et notamment dans le transport et l'énergie. Et donc je pense qu'il faut évidemment apprendre de ça. On est un des rares pays, c'est pour ça qu'il y a une exception syndicale en France, à avoir des syndicats aussi peu représentatifs et avec autant de dotations de l'État. Et à partir de là, c'était une des thèses du rapport et sans doute une des thèses qui gênait. Il faut bien que le Parlement se saisisse de ces questions, qu'on puisse contrôler à terme évidemment ces éléments financiers et budgétaires et qu'on mette les partenaires sociaux non plus dans un dialogue uniquement avec l'État, avec le ministre du Travail, avec les conseillers du président de la République, mais bien dans un rapport avec les parlementaires pour qu'on puisse contrôler leur action un peu plus. D'accord, mais si ce rapport avait été interdit sous un gouvernement de gauche, on aurait compris. Or là, c'était quand même Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir. Oui, mais c'est la droite et la gauche qui ont voulu interdire en fait ce rapport à l'époque, puisque ce sont mes collègues du PS et de l'UMP qui n'ont pas permis son adoption. Bon, je pense que ça a été une erreur tragique d'analyse pour eux. Il y a sans doute eu aussi beaucoup de pression de la part des partenaires sociaux. Ça n'a pas empêché le débat, puisque finalement l'interdiction du rapport lui a donné une publicité qu'il n'aurait sans doute jamais eu s'il avait été adopté autrement. Et ça a créé beaucoup de fantasmes. Il reste officiellement, il n'existe pas pour l'Assemblée nationale. Sous forme de livre en tout cas. Il est pour l'instant. Voilà, vous en avez un exemplaire ici. Non, mais on aura des éléments. Il y a effectivement la capacité de le voir en ligne. C'est un rapport technique, il n'est pas très facile à comprendre, parce que c'est pas non plus une matière très simple. Et je pense, pour moi, c'est vraiment un point de départ, c'est pas un point d'achèvement. Et c'est aussi ce qui me motive pour retourner une troisième fois à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a encore beaucoup à faire et je veux vraiment achever ce travail. C'est important. Alors, est-ce que vous vous dites libéral dans une France où il est très mal vu d'être libéral ? Je l'ai toujours été. En tout cas, j'ai évidemment gardé le souvenir, et je continue à garder le souvenir de ce qu'on a pu faire quand j'étais dans les PME à l'époque où j'avais des responsabilités locales. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'international. J'ai toujours considéré que l'économie était utile quand elle avait des règles souples. Et donc il fallait effectivement plutôt libéraliser ce que l'on pouvait, flexibiliser un maximum de règles et de normes et donner la capacité d'innovation, de création et de responsabilité aux chefs d'entreprise, qu'ils soient de petites, de moyennes ou de grandes entreprises. Donc par nature, évidemment, je suis aujourd'hui libéral et je continue à l'être. Après, c'est vrai que la responsabilité, elle implique que l'individu puisse
grandir, s'égayer dans un cadre réglementé, mais le faire avec des règles souples. Je pense que c'est aussi une bonne définition du libéralisme. Ensuite, certains disent que c'est un gros mot, mais en règle générale, parle plutôt des secteurs qui sont dérégulés comme ça. Regardez la crise des subprimes, ça a été surtout une crise de la dérégulation. Ce n'est pas une crise du libéralisme ou de l'ultralibéralisme, comme on l'a dit, c'est une crise de l'absence de règles et de régulation, notamment dans le secteur bancaire américain, qui fait un gros lobby pour ça et qui veut absolument pas avoir de règles. On a fait un travail intéressant il y a quelques années avec certains de mes collègues sur les paradis fiscaux. C'est très illustratif de la façon dont on peut essayer de biaiser effectivement le mot libéral. La question n'était pas quel État et quel type de libéralité on avait donné, mais le fait qu'un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs des pays parfois gérés par un seul parti, le Parti communiste en Chine, qui par ailleurs est très libéral sur le plan économique, veulent respecter ce fait qu'il n'y ait pas de règles aujourd'hui dans un certain nombre de places offshore. Singapour, Hong Kong, l'arc Caraïbe, l'État du Delaware aux États-Unis démontrent que c'est pas une question d'étiquette politique. Le président Obama est un président de gauche et il soutient pourtant des places offshore qui sont des places complètement dérégulées. Donc à partir de là, je pense que la difficulté que nous avons, c'est effectivement les termes, ou plutôt l'image qu'on peut avoir d'un État dit libéral, qui aujourd'hui en tout cas est un modèle dominant sur le plan économique et qui n'est pas remis en cause par personne. Les grands pays développés, mais aussi les pays émergents, ont des systèmes économiques libéraux. Et alors, juste sur les paradis fiscaux, Pascal Salin, par exemple, parle, lui, il explique que s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux aussi. Ouais. Et évidemment, pour lui, la France en est un. Alors, on est un pays très taxé, c'est une tradition, comme peuvent l'être aussi les pays européens du Nord, qui ont une tradition de taxation assez élevée, mais on est très taxé parce qu'on a géré des déficits et généré des déficits pendant 34 ans, et on n'a pas voulu gérer l'État autrement. On a des règles strictes pour les collectivités locales, par exemple avec des règles d'or budgétaires sur les budgets locaux. Les collectivités ne peuvent pas voter un budget en déséquilibre. Et puis l'État, depuis 34 ans, a considéré que ces règles-là, il fallait s'en affranchir et donc a créé 1700 milliards d'euros de dette. On paye cette année dans le budget 48 milliards d'euros d'intérêts. C'est le deuxième budget de l'État. Donc il est temps d'arrêter. Moi, je suis un grand défenseur de la baisse de la dépense publique. Pas systématique. Je pense qu'il faut faire des redéploiements à l'intérieur du budget de l'État pour certains secteurs. Mais il faut aussi que l'État apprenne à dépenser autrement. Sinon, c'est la Grèce. Sinon, c'est le risque, dans 4-5 ans, le risque c'est la Grèce, même si les fondamentaux de la France ne sont pas les mêmes. Moi, je crois qu'on est dans un pays qui a encore beaucoup d'atouts. On a une capacité d'épargne qui est forte, par exemple, avec un taux d'épargne qui est très élevé, près de 17% de la richesse est épargnée dans ce pays. Donc les Français ont encore une capacité à mettre un peu d'argent de côté, c'est plutôt bon signe. Les Américains sont en épargne négative, par exemple. Et donc je crois qu'il y a de bons fondamentaux. À nous d'essayer, encore une fois, de bien orienter ce qui doit l'être. On a aujourd'hui, c'est vrai, des tuyauteries, un système financier qui permet de s'enrichir plus quand on est très riche et qui appauvrit beaucoup le bas de la classe moyenne qui tombe parfois dans les trappes à paupérisation. Donc je pense que la vraie crise en France, c'est la crise du modèle économique et social. C'est ça qu'il faut repenser. On est un pays très administré, trop administré, mais qui a une économie aussi assez libérée. Et à partir de là, le modèle est un peu bancal. Et pourquoi personne ne défend cette idée qui me paraît évidente, c'est que le libéralisme est social ? Parce que je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'image plutôt de l'ultralibéralisme, ou c'est ceux qui n'aiment pas les ultras, en général on n'aime pas beaucoup ça. Et on a eu quelques exemples, alors on cite souvent l'ère Thatcher en Angleterre par exemple, avec la libéralisation d'un certain nombre de services publics, qui à l'époque correspondait effectivement à une volonté politique forte. Je observe que l'Angleterre aujourd'hui n'est pas un pays par terre, même si ils ont quelques difficultés. Ils s'en sont remis et ça a fonctionné. Et absolument. Et à l'époque, tout le monde la prenait en modèle, ou presque. Même si nous, on était sous les années Mitterrand à ce moment-là dans le pays. Donc je pense que non, c'est plus l'image en fait de la terminologie libérale et peut-être ce qu'on peut mettre derrière qui peut t'inquiéter. Quand vous regardez le système, encore une fois, de globalisation dans lequel on vit, toutes les grandes économies sont des économies dites libérales ou à dominante libérale. Voilà. Et après, il faut faire attention à ce qu'on met derrière les mots. Voilà. Moi, j'ai pris la suite de langue à la mairie en 2001. Je crois que ça a été le maire qui a le plus privatisé les services publics à l'époque. Ah oui. Moi, je l'ai moins fait que lui. Donc, et pourtant, c'était un maire de gauche. Donc, c'est pas un problème de famille politique. C'est à mon avis ce que ce terme de libéral inspire pour des gens qui aiment plutôt l'économie dirigée. Il y a aussi des gens qui sont comme ça dans ce pays et qui considèrent que la France doit être un pays où l'État doit beaucoup intervenir. Moi, je ne me situe pas dans ce champ-là, c'est clair. Et alors, pour prolonger la question, vous faites partie donc du nouveau centre qui est rattaché à l'UMP. Est-ce que vous ne pensez pas que l'UMP a mené une politique par trop étatiste ? C'est-à-dire en ayant créé des taxes, en ayant augmenté les impôts,
et sans avoir fait les réformes d'État qu'il fallait pour faire baisser la dette. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réformes de fait. Néanmoins, on a voté 931 réformes en 5 ans sous Sarkozy. Donc il y a eu beaucoup de choses de fait. On a quand même engagé la réforme des retraites, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. On a mis en place la RGPP, la révision des politiques publiques, qui permet à l'État justement de balayer ses compétences et de réorganiser ses ministères par grande mission. Il y a eu des choses intéressantes. On a par exemple aussi fusionné la NPE de l'époque et les ACDIC pour faire Pôle emploi. Cette réforme n'est pas parfaite, mais elle n'est pas achevée plutôt, mais elle est en cours. Et on a aussi par exemple regroupé la comptabilité publique et le service des impôts. Donc ces réformes-là ont été faites. Elles sont peu sensibles peut-être pour les Françaises et les Français. Je crois que le tort plutôt de l'UMP à l'époque, c'est qu'on a assez mal vendu ces réformes, sans doute sur le plan de la communication. Et c'est toujours difficile. Les Français n'aiment pas les réformes par nature. C'est vrai que ce sont des gens qui râlent beaucoup et qui contestent beaucoup. Elles étaient nécessaires. Pourquoi ? Parce que notre économie, on va tous les jours chercher de l'argent sur les marchés. Il faut donc donner des gages aux prêteurs. Et ces gages-là, vous les donnez avec le respect des grands équilibres macroéconomiques du pays. On ne peut pas faire tomber le pays dans un poids d'intérêt trop lourd, et il faut aussi réformer un certain nombre de processus qui sont très, très importants. Les retraites, c'est évidemment un poids très important dans l'évolution de nos déficits. Aujourd'hui, une partie des millions qu'on va chercher tous les jours sur les marchés, la France emprunte à peu près 600 millions d'euros par jour en 2012. Une partie de cet argent sert à payer les retraites. Il faut en avoir conscience, ou une partie du salaire des fonctionnaires d'État. On en est là aujourd'hui. En tant que libéral, vous vous dites satisfait des... Non, je dis simplement qu'on a fait beaucoup de réformes. Je pense qu'effectivement, il y a un engagement qui a été dur à tenir, c'est l'évolution des prélèvements obligatoires, qui ont augmenté, y compris sous ce mandat. Donc là-dessus, on a échoué. Mais l'équation, oui, la dette aussi, mais l'équation a été extrêmement compliquée par la crise de 2008, que personne n'avait vu venir, qu'on n'a pas pu anticiper, et qui a arrêté net un certain nombre d'évolutions qu'on aurait souhaité, notamment l'évolution de la dépense à la baisse, qui n'a pas été possible. Il a fallu faire les plans de relance, il a fallu aussi parfois, c'est vrai, augmenter les impôts. Faut pas oublier que l'État a perdu en 2009 25% de son impôt sur les sociétés, de ses ressources sur l'impôt sur les sociétés. Justement, augmenter les impôts, c'est antilibéral. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu baisser, sous le prétexte de la crise, baisser les... Oui, mais vous savez, l'État, à ce moment-là, ne pouvait pas le faire. Il n'avait pas la capacité à le gérer, tout simplement parce qu'on a un État qui crée des déficits tous les ans. Et donc à partir de là, il fallait aussi essayer d'assurer, de maximiser les recettes. C'est pas simple, parce que l'équation, je pense qu'il y avait une volonté politique pour effectivement arriver à ça à terme, mais il aurait fallu 10 ans pour le faire. La difficulté, c'est que maintenant, on va sans doute, avec l'alternance politique, partir sur une politique qui va augmenter la dépense, et je pense que ça va nous mettre dans le mur assez vite. À moins qu'il y ait la cohabitation. À moins qu'il y ait une chambre qui puisse effectivement ne pas donner cette majorité au Parti Socialiste, en tout cas ne pas la donner tout seul. On aura ce débat, et c'est aussi l'un des enjeux de la campagne. Alors justement, transition à la question suivante, si la gauche gagne les législatives, elle détiendra l'Assemblée nationale, le Sénat, la plupart des régions, la plupart des grandes villes, l'école, la magistrature et l'Élysée. Est-ce qu'on sera encore en démocratie ? Ah, c'est une grande question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura plus de contre-pouvoir quasiment, Une grande partie des partenaires sociaux étant eux aussi à gauche, où ils ont appelé à voter contre Sarkozy pendant la campagne présidentielle. On peut parler effectivement du rôle des médias, qui ont un rôle important aussi dans cet équilibre-là. Donc je crois que c'est effectivement très inquiétant, parce qu'il faut toujours des contre-pouvoirs dans un pays, quel qu'il soit, pour respecter les équilibres, et pour être le reflet aussi de ce que pensent les gens finalement, et je pense que l'Assemblée nationale peut effectivement faire ce contrepoids demain. Alors est-ce qu'il faut espérer la cohabitation qui n'a pas toujours été bien vécue par les Français? J'en sais rien. Moi je pense que la pire cohabitation à laquelle on assiste déjà aujourd'hui, c'est celle entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, parce que ça a déjà démarré dans les faits. Et on voit sur les évolutions, sur les choix. Alors, on a vu sur les orientations que veut donner par exemple le gouvernement à la réforme des retraites, apparemment le compte n'y est pas pour le front de gauche. Et donc on aura sans doute des débats qui seront assez difficiles à l'intérieur de la gauche, entre ce camp-là et le Parti Socialiste. Et je pense que c'est la pire, évidemment, des choses qui pourraient nous arriver. À l'Assemblée, vous savez, quelle que soit la Chambre, quelle que soit la couleur de la Chambre, on votera le budget de toute façon. Et les engagements seront tenus. Et pour autant, Mélenchon n'a pas de ministre au gouvernement? Pas encore. On verra après les législatives. Vous savez, les choses vont en deux temps. Là, le gouvernement qui a été nommé est un gouvernement sympathique, mais pour l'instant, ce n'est pas le vrai gouvernement. Le vrai gouvernement, c'est celui que vous aurez après le 17 juin, celui qui sortira ensuite après les législatives. Et là, on aura évidemment le reflet, d'abord peut-être de la gauche plurielle version large, y compris le front de gauche, à mon avis, si jamais
si jamais la gauche était confirmée après les législatives. Si c'est un autre choix, à ce moment-là, on verra, on en reparlera avec les collègues de l'Assemblée. Et alors que proposerez-vous, dernière question, que proposerez-vous si vous êtes réélu le 17 juin prochain? Écoutez, deux choses essentielles. D'abord, un combat que je mène depuis 10 ans avec tous mes collègues de la Commission des Finances, qui est baisser les dépenses publiques de l'État, parce que c'est un préalable important pour arriver à redresser notre pays. Beaucoup de gens nous disent, on va décréter la croissance, on va créer de l'emploi. Mais on ne pourra pas faire ça dans l'ordre. Il faut d'abord baisser les dépenses. Ensuite, une fois qu'on aura assaini nos finances publiques, qu'on aura voté la règle d'or budgétaire, et la règle d'or sociale. Il ne faut pas oublier le déficit de la Sécu dans ce pays, qui est évidemment aussi très important. Le budget de l'État étant à peu près aux alentours de 370 milliards, le budget de la Sécu, c'est 450 milliards. Avec un déficit chronique, là aussi, qui est très inquiétant. Donc il faut une double règle d'or pour arriver à obtenir de l'État des contraintes nouvelles, mais importantes, et qu'on ait une maquette budgétaire qui soit revue et corrigée, et qu'on ait cet équilibre à terme. On met ce terme à 2016 pour la majorité aujourd'hui, la majorité sortante, et on estime que toute année perdue sur le retour à l'équilibre coûterait 35 à 40 milliards à chaque fois. Donc encore une fois, un alourdissement de l'imposition des classes moyennes dans ce pays. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est achever ce travail, je vous l'ai dit, sur le travail que j'ai fait sur les partenaires sociaux et leur financement. J'ai fait 29 propositions. Il y en a 2 qui ont été retenues et qui ont été traduites dans une loi sur le financement des gros comités d'entreprise. J'ai obtenu une lecture à l'Assemblée, il faut que je puisse l'obtenir au Sénat demain, et je me battrai pour ça évidemment. Et puis il y a beaucoup d'autres champs que j'ai ouverts, l'évolution de la formation professionnelle qui pèse 35 milliards dans le budget, la médecine du travail qui est gênée par les partenaires sociaux patronaux, qui ne donne satisfaction ni aux employeurs ni aux salariés, la gestion par exemple de la GFIP, l'insertion des handicapés au travail, qui aussi pose beaucoup de questions. Il y a énormément de champs, c'est un dossier passionnant, et beaucoup de choses à faire pour amener d'abord de la transparence, que nous puissions nous contrôler enfin évidemment le budget des partenaires sociaux, et qu'on le fasse dans une transparence souhaitée par les uns comme par les autres, qu'on ait accès à des données chiffrées claires, et que l'État arrête de se mettre dans un système où il arrive effectivement à obtenir la signature d'accords en l'échange de moyens qu'il peut donner chaque année un peu plus. Nicolas Perruchot, merci. Merci à vous.